Bonjour les amis. Alors, j'avais promis, enfin promis, je m'étais engagé, ce qui est un petit peu différent. C'est une autre présentation à faire des cartouches hebdomadaires éventuellement. Euh, alors, je commence en rappelant d'abord le principe des cartouches, c'est de dire du mal, c'est de tirer sur des gens, en essayant d'éclairer toujours à partir de ma compétence. C'est le nom de ce petit système médiatique que j'ai mis en place. Vu du droit, c'est à partir le plus souvent possible d'une approche juridique et bien sûr judiciaire. Donc voilà, sur Twitter, je fais un peu la même chose, pas toujours, c'est comme sur les vidéos, il n'y a pas que des tirs à vue. Non, non, hein, on essaye aussi de faire passer une autre réflexion, d'autres convictions. Voilà, ça c'était la première observation que je voulais faire en commençant. La deuxième, c'est ce qui concerne la réinformation militaire. Après 2 ans et demi de conflit en Ukraine, 10 ans si on part du coup d'État de début 2014, euh, les choses ont quand même changé en ce qui concerne la propagande. L'Occident aujourd'hui, qui construit un récit pour essayer de le faire prendre pour le réel, est quand même en difficulté, face à ce réel qui de plus en plus, je ne sais pas, mais au moins progressivement, a tendance à reprendre ses droits. Alors, lorsque nous avions lancé cette chaîne, je l'ai déjà dit, en 2022, l'objectif était de faire de la réinformation pour essayer d'aller à l'encontre de la désinformation. Les choses sont un peu différentes aujourd'hui parce que je crois que ce combat, en tout cas sur les réseaux, ce combat de la réinformation, il est gagné. Il est gagné, il y a pas mal de gens qui y interviennent, il y a des chaînes qui se sont constituées, il y a des compétences qui ont trouvé le moyen de plus s'exprimer, il y a des gens qu'on entend beaucoup, je pense à Jacques Beau. Moi, je me rappelle la première fois où on l'a interviewé, c'était en 2022. Il avait été très long parce que il y avait beaucoup de choses à dire, je me rappelle, et puis il y avait plus moyen de l'arrêter, et c'était très bien d'ailleurs. Bon, depuis, il est extrêmement prolixe. Il intervient partout. Alors, pas toujours à bon escient, si, peut-être, mais ce qui pose un problème, c'est qu'il y a très souvent des redites. Il dit la même chose chez les uns, la même chose chez les autres. Donc, bon, il faut faire un peu le tri. Mais il y en a d'autres. Hervé Carrès, en général, vous les recommande. Donc, nous considérons que le besoin est moins fort. Et ce d'autant que la guerre, aujourd'hui, c'est un peu particulier quand même, parce que elle a un rythme extrêmement lent. Extrêmement lent. Ce sont des guerres d'attrition. Ça vaut pour le Moyen-Orient, ça vaut bien évidemment pour l'Ukraine. Donc, on nous annonce le front ukrainien va s'effondrer. Tout ça est très méticuleux, très lent. Donc, le problème, c'est que c'est difficile d'identifier des points qui méritent d'être explicités et qui reflètent des changements. Globalement, la Russie a gagné, la Russie va gagner cette guerre, l'Ukraine va la perdre, mais l'OTAN aussi va la perdre. Donc, mais tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps, donc on refera des vidéos relatives à ce qui se passe sur le terrain, à ce qui se passe sur les fronts. On aura aussi des analyses géopolitiques, comme on l'a toujours fait, mais ce sera moins régulier, ce sera un peu aléatoire. Donc, mais ne vous inquiétez pas, nous le ferons. Donc, vous reverrez le générique qui change à chaque émission et vous y verrez toujours, bien évidemment, la majestueuse Maria Zakharova. Ça, c'est un petit gag privé. Bon, donc, nous allons maintenant voir quelles sont nos cibles de la semaine. Alors, je vais commencer par la fameuse affaire de Mazan.
parce que je crois que, on en a déjà parlé, j'ai déjà fait un certain nombre d'observations, mais, elle a pris une tournure, elle a pris des proportions, assez extraordinaires. C'est une affaire qui intéresse la presse internationale. Enfin, je veux dire, c'est un scandale mondial. C'est assez étonnant. La façon dont ça se passe en France, ça n'avait pas trop mal démarré. Malheureusement, c'est en train de se dégrader et on va en faire donc, un petit examen. Parce que je crois que, on en a déjà parlé, j'ai déjà fait un certain nombre d'observations, mais, elle a pris une tournure, elle a pris des proportions, assez extraordinaires. C'est une affaire qui intéresse la presse internationale. Enfin, je veux dire, c'est un scandale mondial. C'est assez étonnant. La façon dont ça se passe en France, ça n'avait pas trop mal démarré. Malheureusement, c'est en train de se dégrader et on va en faire donc, un petit examen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade de l'affaire de Mazan? Beaucoup de choses, évidemment. Le temps d'audience va être très long. Le principal accusé, c'est-à-dire le mari organisateur des viols, a été souffrant. L'audience a été suspendue pendant une semaine. Elle a reprise. Donc, disons que ça a pris un peu son rythme de croisière et malheureusement, ce rythme de croisière, il n'est pas extraordinaire. Il nous montre bien que la société du spectacle, qui rend fou, est difficilement compatible avec le processus judiciaire et le fait que cette justice soit sereine. Alors, notre, tête de turc, la pauvre, qui s'appelle Nadia El Broumi, qui est avocate et qui, a commis mais toutes les erreurs possibles et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation, épouvantable. Première erreur, alors je vais vous en mettre des petits bouts pour ceux qui les ont pas vues parce qu'elles sont un peu difficiles à trouver maintenant. D'abord, quand elle sort de l'audience, elle fait des Instagram dans sa voiture. C'est malin et quand elle conduit, c'est pas très fin. Bon et donc et elle, fait le commentaire d'audience. Elle fait une espèce de travail de journaliste pour dans l'intérêt des personnes, poursuivies, bien évidemment, pour son client, mais aussi pour d'autres peut-être. Et donc le problème, c'est que, elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi, alors je vais mettre un petit bémol à ce que je viens de dire là, elle dit n'importe quoi, dans les formes et sur le fond, il y a pas que des bêtises, mais c'est pas le moment, c'est pas l'endroit et c'est pas le ton à utiliser. Allez, petit florilège. Alors, elle démarre fort. Elle est en robe, elle parle de l'audience. Elle se filme pour mettre ça sur Instagram. La petite séquence, vous allez voir, est de ce point de vue-là très significative. Bon, elle est en robe, c'est déjà mieux. On fait suspendre parce que l'avocat général a été intervenu sur un problème qu'il y a eu. Il y a eu un problème, mon confrère il a dit une phrase qui a été décontextualisée, qui est passée dans la presse, on me l'a renvoyé plein de fois et là l'avocat général il pose une question en disant qu'est-ce que vous pensez d'un avocat qui dit ça? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'était que cet incident d'audience, mais ce que je comprends, c'est premièrement, ma consoeur fait le compte-rendu d'audience, alors que c'est pas son boulot. Le compte-rendu d'audience, c'est aux journalistes de le faire, c'est à la presse de le faire. Ses remarques, ses commentaires, elle les réserve aux auxiliaires de justice, à commencer par les magistrats, ce ne sont pas des auxiliaires de justice, mais peu importe, c'était pour englober tout le monde, hein, et puis c'est tout. Elle n'est pas journaliste, elle est avocate. Et l'incident, si j'ai bien compris, c'est que le procureur a relevé un propos d'avocat dans la presse, qui donc n'avait pas été proféré dans le prétoire, pour relever
L'incongruité du contenu peut-être, mais en tout cas, l'incongruité de la forme. Débattez à l'audience. Donc voilà, ça caractérise la critique qu'on peut faire et cette critique qui est le reflet d'une dérive, parce qu'elle n'est pas la seule à opérer de cette façon-là. C'est vous? J'ai même moi-même fait un travail parce que j'ai souhaité dans ce dossier ne pas intervenir pour ceux qui avaient manifestement violé. Donc j'ai fait mon tri, mais selon mes valeurs, selon mon positionnement. Parce qu'il m'arrive effectivement, au quotidien, de défendre des hommes agresseurs, des femmes agresseurs. Eh ouais les filles, des femmes agresseurs. Alors, la vidéo est longue, elle fait 4 minutes et demie. J'ai l'impression qu'elle sort de l'audience et elle ne peut pas s'empêcher. Elle est dans l'excitation, il faut qu'elle aille sur l'espace qui n'est pas le bon pour se défendre, pour se justifier, parce que bien évidemment, elle est mise en cause et ça l'amène à dire n'importe quoi. Et où est les filles? Non, non, non. Il y a, la justice réclame de la dignité, c'est pas réactionnaire de dire ça, du calme, de la sérénité, de la clarté. Et donc, elle s'expose, mais c'est quelque chose de terrible. Alors, ça n'a pas raté. Elle se fait insulter sur les réseaux. Tout le monde pose la question comment quelqu'un comme ça peut être avocat. Euh, Comme je crois qu'elle revendique de ne pas avoir son bac, ce qui n'a rien de déshonorant. Et il y en a même qui vont jusqu'à demander qu'elle soit radiée. Et il y en a un, alors là, un vertueux, n'est-ce pas, un vertueux, qui a écrit au bâtonnier de, de l'Ordre des avocats d'Avignon, et il lui a envoyé une plainte. Mais la plainte, il faut qu'on la connaisse. Alors, pour montrer à quel point il est lui-même un modèle de vertu, eh ben, il nous la publie. C'est dégoûtant, c'est simplement dégoûtant, c'est le délateur né. J'imagine que dans d'autres circonstances, il serait bien évidemment mobilisé pour faire pareil. On en trouve toujours des comme ça. Donc, on va on publie là, cet extrait de son compte Twitter. Alors, le problème, c'est que cette personne ne s'est pas fourvoyée dans le choix de son métier, ce qui est un métier de passion. Je vais mettre un petit extrait qui parle de sa trajectoire. Moi, je la trouve, trajectoire que je trouve éminemment respectable. Vous savez, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion, hein. Moi, je l'ai embrassé pour cela. Le métier, hein, pas ma consoeur. Mais voilà, quoi. Et donc, elle était coiffeuse auparavant. Elle a fait des études, elle a dû travailler d'arrache-pied et elle a eu cette joie, parce que c'est une joie et moi, ça l'a été pour moi que la prestation de serment et j'imagine ce que ça a été pour elle. Ce que ça a été pour elle, l'ascenseur social que ça représentait. Vous savez, quand vous êtes avocat, vous avez une fonction sociale générale, hein. C'est pas un métier comme les autres. Alors c'est parce que c'est le mien peut-être que je dis ça, c'est pas un métier comme les autres. Et voilà quelqu'un qui dans son... Parce qu'elle est courageuse, elle est vaillante, mais elle est complètement à côté de la plaque. Il faudrait qu'elle se fasse un petit peu recadrer et expliquer, qu'elle poursuive sa carrière en défendant, parce qu'elle a sa cheville au corps. Là, j'ai regardé toutes les vidéos. C'est quelqu'un qui est véritablement en train de vivre une vocation, mais à n'importe comment. Pas n'importe comment, parce que, alors, elle se met en danger, évidemment, évidemment. Je vois mal comment elle pourra échapper à la sanction, non pas parce que la plainte du délateur dont j'ai parlé il y a quelques instants va prospérer, mais parce que, bon, son barreau va peut-être s'en saisir de lui-même et le parquet va peut-être, il a cette capacité d'initiative des poursuites déontologiques, s'entend, possible qu'elle ait une sanction. Je trouve que la radier serait totalement scandaleux parce que c'est réclamé, hein. Donc, non, non, mais simplement, il faudrait qu'elle se calme. Et je dis ça, non pas pour l'accabler, je vais vous mettre juste après, et je vais en terminer là,
Je ne le fais pas pour l'accabler, mais simplement pour montrer, elle est un peu le paroxysme de ce dévoiement, Alors, c'était mieux avant? Oui. Oui, quand, on était plus calme et que même si la médiatisation était parfois utile pour mener un combat quand, il était difficile, ça c'est logique. Mais là, c'est se tromper. C'est se tromper de terrain et aller s'exposer sur un terrain où on est vulnérable et ça alimente le dévoiement de la justice. Parce que les magistrats, ils sont comme tout le monde, ils sont un peu sensibles à la pression médiatique, sinon beaucoup, hein. Je vais un peu plus loin dans la cartouche, en dire du mal, ne vous inquiétez pas, hein, je ne perds pas les bonnes habitudes, mais des magistrats s'entend. Mais pas pour cette raison-là, mais ils sont sensibles à la pression et on vit dans une société surmédiatisée, donc il faut pas participer à ce dévoiement parce que c'est contre-productif pour ce qu'on est en train de faire, la défense que l'on mène et c'est contre-productif pour l'évolution de la société. Ça aboutit à un dévoiement de la justice qui franchement n'en a pas besoin. T'es avocat? Ouais. On dirait pas, hein. Les avocats comme toi, il n'y en a pas. C'est bizarre, quoi. Ah ouais? Et tu défends des gens? Ouais. Même ceux qui sont mal habillés? Ouais. Même ceux qui sont mal habillés. En 2008, Nadia prête serment en présence de ses 2 filles et devient avocate au barreau d'Avignon. Et avec vos confrères avocats, vous avez un parcours atypique, comment ça se passe? C'est les clients qui m'ont imposé parce que si aujourd'hui je fonctionne et que j'ai la légitimité devant le système judiciaire, que ce soit les magistrats ou les confrères, c'est parce que j'ai de la clientèle. Moi, je suis pas devenue avocate avec tout ce que ça peut engendrer, à savoir en termes de formalisme, façon de se tenir, la façon de parler. Moi, je suis la même. Quand j'étais coiffeuse, je suis toujours la même. Bon, on a parlé de justice, maintenant on va parler de lynchage. Un lynchage particulier, un lynchage post-mortem qui vient d'être déclenché à l'encontre d'une figure qui fut une icône pendant 70 ans dans notre pays, qui est mort et enterré depuis près de 20 ans, et qu'on a décidé de déterrer pour le piétiner, pour des raisons obscures, et en utilisant l'arme des imbéciles d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette petite bourgeoisie avide de sociétalisme qui se prétend de gauche, en surtout ne touchant pas au social et en ne s'occupant que du sociétal. Alors, qui est la victime de ce lynchage? Eh bien, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, qui était un personnage très intéressant, qui a été résistant, qui ensuite a été parlementaire, démocrate chrétien, qui a fait un super boulot, et qui après a consacré le reste de sa vie à s'occuper des pauvres. Des pauvres, des nécessités, des nécessiteux, pardon, des gens en détresse. Donc, il a consacré sa vie à ça. Alors, il a fait l'objet d'une béatification civile à la fin de sa vie, que personnellement j'appréciais médiocrement. Je ne suis pas un grand fanat de la charité. Je préfère le combat pour l'émancipation et que très souvent cette charité est le fait de gens qui, par ailleurs, prêtent la main à cette exploitation. C'était les fameuses dames du capital du 19e siècle, qui, pendant que leurs maris surexploitaient les paysans arrachés à leur campagne pour être transformés en prolétariat, qui étaient condamnés à aller à l'usine ou dans les mines à partir de l'âge de 4 ou 5 ans, eh bien, écoutez, il n'y avait pas de problème, on trouvait des gens dans ces milieux-là pour euh, faire un peu et de temps en temps seulement la charité. Alors, euh, l'abbé Pierre vient de ressurgir en l'actualité sur la base d'un procès qui lui est fait. Procès impossible au plan judiciaire, évidemment, puisqu'il est mort. L'action publique était ainsi tentée qu'il y en ait une. Non, non, il s'agit simplement de déterrer un cadavre, de le piétiner, et ensuite, sur cette base, de déboulonner la statue. Bien. Alors, comme d'habitude, 2 caractéristiques du lynchage. Un, l'anachronisme. 2, la lâcheté. Je vais commencer par la lâcheté parce que je vais m'appuyer sur ce que j'ai trouvé dans la presse catholique. Et alors, dans ce domaine, hein, Judas Lecrin
Personne, hein, quand il s'agit de tendre le dos pour recevoir les coups, de s'auto-accuser, de se couvrir la tête de cendre, de ne pas défendre ceux qui le méritent, eh bien là, on est sûr de la trouver. Elle va plus loin en ce moment, en étant également d'une complaisance avec le massacre qui se déroule en Palestine, en Terre Sainte, hein, où on a massacré plus de 20 000 enfants, sans que ça lui arrache une plainte conséquente. Bon. Donc, la lâcheté, c'est aussi tous ces gens qui débâtissent des rues, débâtissent des fondations. Tout ça est assez lamentable et ça raconte des choses sur notre époque qui ne sont guère reluisantes. Alors, l'anachronisme, c'est que on considère que l'abbé Pierre était un abominable agresseur sexuel. Ah bon? Ah bon, ah bon. Et c'est d'autant plus, on le voit bien dans l'esprit des gens, l'ignorance est telle, la confusion est telle que c'est d'autant plus horrible que c'était un ecclésiastique. Alors comme tout le monde confond vœu de chasteté et vœu de célibat, les prêtres, ils font un vœu de célibat. Ils font pas vœu de chasteté. Les bonnes sœurs le font, les moines le font, pas les prêtres. Donc, ça, c'est la première observation qui fait que tout d'un coup, sous prétexte que c'est un ecclésiastique, c'est le comble des péchés. Bien, non, ben non, justement. Et puis, deuxièmement, soyons clairs, la sexualité humaine, on n'a pas attendu Freud pour savoir son importance. Alors, il semble que à l'époque, l'abbé Pierre ait eu une libido assez active, peut-être trop, c'est possible. En tout cas, lorsqu'on va regarder ce qui lui est reproché, il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de viol. Il y a des plaintes d'aujourd'hui pour des faits qui remontent parfois à 50 ans. Donc, effectivement, à une époque, plus récente peut-être, à la fin de sa vie, donc il a pu avoir beaucoup de ressources de ce point de vue, mais à l'époque, les faits qu'on lui reproche, ce que j'ai pu constater, les faits qu'on lui reproche n'étaient pas constitutifs d'agression sexuelle au sens de cette époque, justement, que ce soit sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan juridique et judiciaire. Évidemment, les rapports hommes-femmes étaient différents, la sexualité était différente, c'est-à-dire qu'elle était, d'abord, elle était réprimée dans les années 50-60 en France. La pilule, la contraception, c'est 1967. L'avortement, c'est après l'élection de Giscard d'Estaing par Simone Veil, après 74. Donc, c'est une époque où ce qui relevait des rapports hommes-femmes et de la domination masculine, oui, de la domination masculine. La situation était différente. Donc les rapports hommes-femmes, les rapports de séduction, les rapports pour assouvir ses envies et ses besoins sexuels n'étaient pas les conditions d'aujourd'hui. Ben non, non. Alors ces évolutions, moi j'ai tendance à les trouver positives, quoique je trouve qu'on va souvent trop loin sur la question de ce qu'on analyse comme agression sexuelle, mais à l'époque, c'était pas ça du tout. Et ce qu'on trouve dans les éléments fournis par la presse et également par ce qui est disponible en ligne, et ce qu'on trouve n'a rien à voir avec ce que aujourd'hui on appelle l'agression sexuelle. Enfin, la moindre, hein. Donc, à l'époque, si l'abbé Pierre vivait aujourd'hui et avait ce genre de comportement, oui, on pourrait lui reprocher des agressions sexuelles, c'est-à-dire des sollicitations sexuelles non provoquées, des demandes sexuelles non sollicitées, hein. Je crois que c'était ça les termes de deux plaintes dont il avait été l'objet aux États-Unis. Donc, oui, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas formidable, peut-être. Je ne sais pas comment ça se passait, j'y étais pas et personne n'y était. Personne n'y était. Alors si, il y a quelques témoins qui se réveillent extrêmement tard. Il ne faut pas oublier ça aussi, je veux dire. Alors on va venir dire aujourd'hui, oui, mais vous comprenez, il y avait de l'emprise, il y avait de l'autorité, c'était une icône. Bon, alors au bout d'un moment, on est plus responsable de rien, quoi. Non, si vous aviez été agressé, comme vous le pensiez à l'époque, il fallait à ce moment-là le dire. Je n'ai même pas dit aller déposer plainte, mais il fallait le dire. Alors l'Église, elle se planquait, parce que elle n'assumait pas. Elle n'assumait pas la contradiction, en fait. C'était ça essentiellement. Elle n'assumait pas la contradiction entre le fait d'avoir
un ecclésiastique qui était un peu une icône, et le fait qu'il transgressait les vertus que s'auto-attribue cette Église catholique. Donc, on le faisait surveiller, il y avait des échanges, oui, mais faites attention, il est parfois incontrôlable, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une surestimation du risque. C'est mon analyse, hein. On peut ne pas la partager, mais c'est mon analyse qui fait que aujourd'hui, on présente des faits qui, à l'époque, ne relevaient pas ni des poursuites pénales, bien sûr, ni même de l'opprobre euh, sociales, on les présente à la lumière de nos perceptions et de notre morale d'aujourd'hui, on les présente comme des comportements horribles. Et hop, derrière, allons-y, on débaptise les rues et les places, on débaptise les fondations et on passe ses nerfs sur une icône. On démonte une statue. Ce que ça raconte sur l'époque est quand même assez terrible. Assez terrible. On en est là, dans une forme de détestation de soi-même et surtout de prise de pouvoir par une petite bourgeoisie qui se prétend de gauche, dont le rapport à la gauche n'est que ça, n'est que la répression, n'est que la censure, n'est que la valorisation de choses qui ne le méritent pas, et surtout pas de social. Et surtout pas de social. Hein, ça, c'est sale, le social. On ne va pas s'occuper des pauvres, il manquerait plus que ça. On va s'occuper des vrais dominés, hein, c'est-à-dire les femmes, euh, les transgenres, les homosexuels. Alors, ceux-là, ils sont terriblement opprimés, on va s'en occuper. C'est très bien qu'ils puissent être en sécurité, mais aujourd'hui, je veux dire, cette poursuite-là est le masque d'un refus de s'engager sur ce qui pose le problème le plus important chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire la situation sociale. Alors, pour pouvoir se prétendre de gauche. Alors, pourquoi cette espèce de cérémonie expiatoire a-t-elle lieu? Je ne sais pas. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a toujours, dans les affaires médiatico-financières, médiatico-politiques, politico-médiatiques, qui font l'actualité, il y a toujours un commanditaire. Toujours un commanditaire. Et là, il y en a d'autant plus un, et je suis bien incapable de dire et de savoir qui c'est. Il y en a d'autant plus un que c'est l'officine de Madame Caroline de Haas, Egaé, je crois, ou Egoé, je ne sais plus, qui est une officine destinée à lui faire gagner de l'argent, ça bien évidemment, qui s'est précipitée sur cette niche il y a déjà un moment, et elle le fait pour des raisons d'argent. Donc, elle fait soi-disant des enquêtes, elle fait soi-disant des formations. L'essentiel de son boulot, c'est de faire de la délation. Elle repère des gens, elle fait des enquêtes strictement à charge et puis elle les dénonce, la presse s'en empare et à ce moment-là, elle envoie à la mort sociale des gens qui ne lui ont strictement rien fait et dont la plupart du temps sont tout à fait innocents. Bon, c'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça, on a les héroïnes qu'on mérite. Alors, dans cette époque curieuse où il y a le complotisme, mais surtout il y a une situation très tendue. Il y a le conflit au Moyen-Orient. J'ai vu passer une justification euh, à laquelle je ne crois pas. Alors, je vous passe la vidéo d'une prise de position ancienne de l'abbé Pierre sur la Palestine. Ce sont nous, Hitler catholiques, qui avons commis la Shoah. Et quand ça a été fini, on l'a fait payer aux musulmans qui ne leur avaient rien fait. Pas un musulman n'avait participé à la Shoah, ni avait de responsabilité. Et on a trompé les Palestiniens en leur disant honteusement éloignez-vous pendant quelques mois et vous retrouverez vos terres. On leur a menti. Il y a là une souffrance dont on ne voit pas la fin. Mais si on en cherche l'origine du fait que la terre promise a été conquise, lisons le livre de Josué, conquise à coup de génocide. En quoi peut-on continuer à considérer terre promise une terre qui a été conquise? Bon, il avait des positions que j'apprécie, mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui
il y aurait besoin de se venger, il y aurait besoin de le disqualifier. Tout le monde a oublié cette position, tout le monde l'a en grande partie oublié lui aussi d'ailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, donc je pense que ceux qui ont avancé ça, j'ai trouvé la vidéo sur les réseaux, ceux qui ont avancé ça se trompent totalement. Hein. Je pense pas que ça puisse être ce prétexte. Et par conséquent, je suis dans l'incapacité de savoir pourquoi. Si vous avez des avis là-dessus, en restant respectueux, mettez-le sur les commentaires, mais je reste dubitatif sur la séquence, tout en relevant que ce qu'elle raconte sur l'état de notre société est quand même assez terrible. Bon, maintenant, et pour ne pas perdre les habitudes, mauvaises, bonnes, nous allons dire un peu de mal de nos amis magistrats. On connaît mon approche du problème. La magistrature française est devenue un corps politique qui soutient le système Macron, non pas parce qu'elle en reçoit les ordres, mais parce qu'elle a une convergence idéologique avec ce système. Bien, donc, dans l'actualité, il y a eu plusieurs, avant qu'on aborde la partie dure de cette actualité concernant leur comportement, il y a trois affaires que je vais rappeler pour... euh, il y a donc trois affaires que je vais examiner très rapidement. Il y a l'affaire Benalla, ou la disparition du coffre qui était manifestement fautive au plan pénal. Destruction de preuves a donné lieu à un classement sans suite au bout de 6 ans. Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est bravo, bravo les gars. Ensuite, il y a le problème d'Aurore Berger. Aurore Berger, qui est accusée par un ouvrage qui vient de sortir, qui est accusée par les parlementaires qui ont participé à la commission d'enquête sur la question des crèches privées. Elle est accusée d'avoir eu des relations de connivence, des relations de partenariat politique quasiment, avec la lobbyiste de la Fédération des crèches privées, puisque le macronisme veut que la petite enfance, le service de garde, le service de soins, soit une marchandise. Donc, alors que ça devrait être un service public, non, non, il faut que ce soit une marchandise. Alors, c'est un sujet délicat, c'est un sujet d'ailleurs assez polémique, et elle est accusée d'avoir eu une connivence avec cette lobbyiste, et que son action politique a été le fruit des accords passés entre Aurore Berger et cette personne qui agit officiellement au nom de la fédération. Alors, elle proteste en disant mais non, ça n'est pas vrai, ce qu'on dit dans le livre, les questions que l'on me pose à la commission d'enquête sont tendancieuses, insidieuses, dit-elle même. Eh bien, non, ça ne s'est pas passé comme ça, et elle vient de façon très ferme dire, je sais très bien que lorsqu'elle dépose devant la commission parlementaire et qu'elle a prêté serment, je sais très bien ce que je risque. Très bien. Enfin, sur la deuxième question que vous avez posée, beaucoup plus insidieuse, sur les prétendues relations que j'aurais avec les groupes de crèches privées, outre le fait que vous mentionnez un article qui va faire l'objet d'un droit de réponse, évidemment, de ma part, puisqu'il y a des allégations qui sont mensongères dans cet article et auxquelles j'entends évidemment donner suite et répondre. J'imagine que vous lirez avec attention la réponse que je pourrais produire. Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête. Donc je le redis sous serment pour que ce soit clair. Je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je ne l'ai jamais rencontrée en tête-à-tête de ma vie. La seule fois où je l'ai vue, c'était soit au conseil d'administration de la CNAF, soit
quand nous avons eu des comités de filière, c'est-à-dire des rendez-vous qui étaient avec 20, 30 ou 40 personnes, ce qui n'est pas franchement un cadre intime de relation. Et pour quelqu'un qui serait soi-disant proche de moi et intimement lié à moi, eh bien je ne l'ai jamais vu dans un cadre privé et intime de ma vie. Voilà, donc je ne peux pas être plus claire. Donc j'entends ce que vous essayez de démontrer, mais ce que vous essayez de démontrer n'existe tout simplement pas, monsieur le député. C'est-à-dire d'être poursuivie pour faux témoignage s'il s'avère qu'elle a menti. Et elle dit très clairement, voilà, je n'ai jamais eu de relation personnelle avec cette lobbyiste, je ne l'ai rencontrée que dans un cadre professionnel. Alors, le bouquin dit le contraire. Le bouquin produit des témoignages, produit des preuves matérielles, semble-t-il, disant que non, les relations étaient quand même à la fois personnelles, amicales. Elle dit c'est une copine. Et puis bon, il y a également un autre problème. Aujourd'hui, elle l'a fréquenté dans un cadre professionnel, dans le cadre de l'exercice de ses missions et de leurs missions respectives. Pour ces deux personnes, je suis désolé. Ce sont des relations qui deviennent très vite personnelles. Il y a les couloirs, il y a les attentes, il y a les apartés, et puis il y a toutes les relations qu'on a désormais grâce au numérique. Le numérique permet de créer des relations personnelles, amicales, voire intimes. Donc, sa défense ne vaut pas un clou. Et malheureusement, on est, semble-t-il, en présence d'un parjure et en droit français, ce parjure est qualifié de faux témoignage et peut être poursuivi comme tel. La moindre des choses aurait été d'abord que l'Assemblée nationale transmette un signalement au parquet, ce que Madame Yael Braun-Pivet a refusé catégoriquement de faire. C'est pas une surprise. Et le parquet lui-même, qui peut parfaitement s'autosaisir, c'est l'autorité de poursuite, aurait dû ouvrir une information, non pas une information, justement une enquête préliminaire pour éclaircir ce point. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et convoquer Madame Berger, pas la mettre en garde à vue, c'est pas ce que je sollicite, mais enfin, ça aurait été quand même quelque chose de normal. Elle n'est plus députée, elle n'est plus ministre. Elle est un simple citoyen sur laquelle pèsent de lourdes présomptions d'un faux témoignage. Et derrière, de lourdes présomptions de l'existence de services réciproques. Ça s'appelle la corruption en droit français là aussi. Donc, ça aurait été bien, naturellement. Le parquet n'a pas bougé. Il y a l'affaire McKinsey. Il y a l'affaire McKinsey parce que il y a eu une émission de télévision qui s'appelle Cash Investigation sous sous la direction d'Élise Lucet, qui est journaliste, très intrusive, qui vient surprendre les gens au moment où ils ne s'y attendent pas pour leur poser des questions. Elle n'y a pas manqué et elle a interpellé Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui avait commandé un rapport grotesque à McKinsey pour réfléchir sur l'avenir du métier d'enseignant. Bon, McKinsey, on sait tous, ça s'est déclenché il y a 2 ans au moment de la campagne de la présidentielle en 2022. Qu'il y a eu effectivement des prestations gratuites qui ont été fournies par McKinsey, ce qui est rigoureusement interdit pour la campagne d'Emmanuel Macron, et on pense lourdement qu'il y a eu des contreparties avec les contrats faramineux qui ont été ensuite donnés à ce cabinet américain dont on a appris qu'il ne payait pas d'impôts en France. Bon, il y a une collusion totale, 43 milliards, non pas pour McKinsey, mais pour tous les cabinets de conseil depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est le masque d'une corruption géante. Alors là, la justice avait été obligée d'ouvrir une enquête préliminaire parce qu'il y avait eu, rappelez-vous, il y avait eu une pétition de magistrats anonymes
dans Marianne pour dire c'est scandaleux qu'il n'y en ait pas. Alors ils ont ouvert une information, une enquête préliminaire. Je ne pense pas que ce soit une information. À chaque fois, je me trompe, mais c'est pas grave. Enquête préliminaire dirigée par le parquet, information dirigée par un juge d'instruction. Il ne se passe rien depuis cette date, mais rien, absolument rien, alors qu'on a tout un tas d'informations qui arrivent quotidiennement sur cette collusion. Sur cette collusion. Non, 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 on ne va pas bouger. Il n'est pas question qu'on touche à l'homme qu'on a fait élire en 2017. Donc voilà un nouvel exemple. Cette émission est accablante. La séquence avec Jean-Michel Blanquer est très amusante parce que il est interpellé et dans la conversation, il répond mais vous êtes intrusive, enfin, c'est pas le terme qu'il utilise, mais il lui reproche de venir faire son enquête et il lui dit, et pourtant, vous n'êtes ni procureur, ni parlementaire, qui ont des pouvoirs d'enquête. Eh bien oui, non, Madame Lucet ne l'est pas procureur. Elle ne l'est pas parlementaire ayant la possibilité de faire des enquêtes, des commissions d'enquête parlementaires. Mais pourquoi le fait-elle? Pourquoi se comporte-t-elle de cette façon pour essayer de porter à la connaissance du public des faits qui sont importants et graves? C'est parce que justement, le, la justice, le parquet, ne fait pas son boulot. C'est ce que je viens de dire juste avant. Et les commissions parlementaires, et c'est une technique très astucieuse. S'il y a une commission parlementaire qui va porter sur des faits graves de corruption, comme dans l'affaire McKinsey, de corruption présumée, hein, je ne sais pas qui, comment, dans quel sens, mais enfin tous les éléments, et je rappelle que c'est une de mes spécialités, tous les éléments sont quand même là sur la table. Et en fait, lorsqu'il y a une affaire comme celle-là, et que ça commence à devenir difficile, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une commission d'enquête qui se met en place, eh ben, on va ouvrir une procédure judiciaire, et dans ce cas-là, on va couper les ailes à la commission parlementaire, puisqu'elle ne pourra pas intervenir sur certains des aspects qui relèvent du secret ou de l'enquête ou du secret de l'instruction. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas déposséder l'institution judiciaire de ses prérogatives. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, écoutez, euh, c'est déplorable, c'est désolant, mais il y a pire. Maintenant, je vais en venir à quelque chose où je ne vais pas invoquer la connivence politique qui existe entre la justice française, entre le corps des magistrats et le système Macron. Je dis système Macron parce que c'est assez large. Euh, donc, ce n'est pas cette connivence que je vais pointer, mais plutôt une forme de lâcheté. De quoi s'agit-il? L'État d'Israël a réalisé une opération avec la fameuse affaire des beepers et des talkie-walkie qui ont explosé dans des conditions particulières et qui ont entraîné la mort d'un certain nombre de personnes, de civils innocents, dont des enfants. Il y aurait eu 2 enfants qui auraient été tués, plus des centaines et des centaines de blessés. Une opération dont je ne vais parler que d'un des aspects, c'était que, en fait, sur les beepers, ont été envoyés des messages très longs, ce qui fait que les gens qui étaient propriétaires ou qui les entendaient euh, les ont pris pour les lire et l'explosion s'est déroulée à ce moment-là, ce qui fait qu'il y en a énormément qui sont désormais aveugles et d'autres qui ont été grièvement blessés sur leur visage. Alors ça, bien évidemment, les spécialistes vous disent que c'est assez impressionnant, tout à fait, comme opération. Simplement, en droit, cela s'appelle une opération terroriste.
puisque, effectivement, c'est une opération où il n'y a aucune vérification sur le fait de savoir qui seront les victimes, que lorsqu'on la lance, on sait parfaitement qu'ils vont être, et comme le démontrent les vidéos, qu'ils vont être surpris dans des activités. Et il y a cette vidéo où on voit des gens passer à une caisse d'un supermarché, où là, l'appareil explose et blesse, semble-t-il grièvement, la personne qui en était porteuse dans sa poche. Ça témoigne donc du caractère aveugle, même si les beepers étaient pour les combattants du Hamas. Ça, c'est la guerre. Bon, très bien, mais euh, la cible, c'est une chose, les formes utilisées, c'en est une autre. C'est bien une opération terroriste. Ça n'est pas autre chose qu'une opération terroriste. Et il faut rappeler à ce stade que l'État d'Israël a signé une convention internationale qui proscrit spécifiquement des opérations autour de ces appareils électroniques. Voilà. Bien. Donc, qualification d'opération terroriste. Bon, de la part de l'État d'Israël, qui considère qu'il a absolument tous les droits, ça ne saurait être une surprise. Mais ce qui a été tout à fait, comment dire, je cherche le mot obscène. Ça a été la clameur de joie, l'exultation des soutiens de l'État d'Israël qui se sont exprimés partout. Alors à la fois dans les médias mainstream, mais sur les réseaux. Sur les réseaux, c'était alors avec ses fautes d'orthographe habituelles, Monsieur Messia qui se réjouissait, ça a été le plus ignoble de tous comme d'habitude. Je souris parce que il est quand même coutumier du fait, c'est l'ineffable euh, Meyer Habib qui démontre sa véritable nature à cette occasion et de rire. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont été horriblement blessés, des enfants, etc. Et de rire, et de rire. Et mon Dieu que c'est amusant, ça s'est répandu de façon ignoble sur les réseaux, de façon complètement ignoble. Alors je rappelle qu'après le 7 octobre, le même jour ou le lendemain, M. Dupond-Moretti, ex-garde des Sceaux, ouf, enfin débarrassé de ce personnage, Dupond-Moretti avait lancé auprès des parquets avait publié une circulaire dans laquelle il disait qu'il les invitait à poursuivre sans désemparer les apologies du terrorisme. On a eu des centaines de procédures aux quatre coins de la France, j'en ai connu certaines, je me suis occupé de certaines, où des personnes pour simplement avoir appelé ça action de résistance, ont été poursuivis et condamnés. Et condamnés. Donc, moi, j'ai l'affaire d'un ancien militant de 86 ans qui avait dit simplement, bah bon, l'attaque du Hamas a eu ce mérite, j'ai utilisé le mot mérite, de remettre au centre de l'actualité le problème palestinien. Eh bien, il a été poursuivi et on lui a proposé un plaidé coupable que désemparé, il a été contraint d'accepter, donc il a été condamné. Il a reconnu qu'il avait fait une apologie du terrorisme, ce qui a été une humiliation supplémentaire. Et là, les magistrats se sont déchaînés. Ils se sont déchaînés. Et cette fois-ci, alors qu'il y a eu des milliers de réactions de ce type, les plus ignobles les unes que les autres, il n'y a pas un magistrat, qui a osé prendre ses responsabilités. Et il n'y a pas qu'au parquet de Paris qu'ils auraient dû bouger. Toute la France était concernée. Hein. La compétence territoriale est spécifique à ces réseaux, c'est-à-dire que dès lors que vous pouvez le lire et constater cette apologie du terrorisme à tel ou tel endroit, le parquet compétent, c'est celui du lieu où c'est lu. Bon, donc, ça c'est mon interprétation, je pense que c'est la bonne. Donc, il n'y en a pas eu un seul. L'apologie du terrorisme, c'est double standard. Quand il s'agit de lancer des poursuites euh, contre
des citoyens, souvent issus de l'immigration, qui ont une sympathie spontanée pour citoyens d'origine musulmane, qui ont une sympathie spontanée pour la cause palestinienne, eh bien non, il a fallu absolument les poursuivre et leur rappeler qui c'est qui commande. Donc, moi, j'avais trouvé ça scandaleux. Mais maintenant, il y a une jurisprudence. Toutes ces décisions de justice, toutes ces poursuites, elles ont créé une jurisprudence. Ah oui, mais non, c'est pas pareil. Nous, on fait le double standard. On est une justice impartiale, voyons. On fait le double standard. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit de se moquer des Arabes, dès lors qu'il s'agit de se moquer des Palestiniens, de se moquer des Libanais, ah, là, on peut. Il n'y a pas de problème. Dès lors qu'il s'agit d'acclamer des meurtres, d'acclamer des actes de terrorisme, je dis bien acclamer. C'était une exultation. Là, pas de problème. Hein? Donc, des actes de terrorisme dirigés contre des Israéliens, en faire l'apologie, apologie entre guillemets, ça vous expose à des poursuites immédiates et brutales. Si c'est pour tuer des Arabes, pas de problème.